En tout cas, ça me fait plaisir de t'interviewer. Ça fait un petit moment que je cours après. Hein. J'y suis enfin arrivé. Tu n'étais pas chaud au début. Hein. Je ne suis toujours pas d'ailleurs. Tu n'étais pas chaud au début, ouais. Je sais pas pourquoi. Petite peur, non Pas l'habitude, devant les caméras. Pas l'habitude, ouais. Monsieur est discret. Peur des questions aussi, peut-être que tu vas me poser. Ouais, c'est vrai, oui. Oui, les questions sont... Voilà, on fait vraiment une conversation, c'est pas prévu. Hein. J'ai cassé, t'as vu, le 4e mur, là. Direct. On est comme ça, on casse tout. Une question que je t'ai peut-être jamais posée, et je m'en excuse d'ailleurs, mais on peut dire où t'es né, dans la ville où t'es né, ou... Voilà. Ouais, bien sûr, ça va. Donc t'es né à Versailles. Ouais, tout à fait. Et comment on en vient de naître à Versailles et d'aller en Thaïlande? Est-ce que c'est... Alors c'est peut-être pas forcément original comme question, mais moi, en tout cas, ça m'intéresse de savoir comment un Français finit en Thaïlande. Dès le début, quel est l'élément déclencheur? Est-ce que c'est prévu, pas prévu? Enfin, voilà. Je crois que c'était surtout la routine, la monotonie. Quand tu fais la même chose pendant, je sais pas, 5, 6, 7 ans et que tu n'aimes pas forcément ce que tu fais, tu as envie de changement. Ouais. Et c'est cette envie de changement, moi, qui m'a poussé à voyager surtout. C'est ça, c'est le voyage qui m'intéressait. C'est voir autre chose. Voilà. D'accord. Tu étais salarié? Oui, j'étais salarié. D'accord. Je travaillais à la Défense. Attention. Voilà, ça remonte et j'en avais un peu marre et j'avais envie de voyager. C'est surtout ça que je voulais faire. La Défense à Paris, hein, pas le ministère de la Défense. Hein. Non, ouais, on est à d'accord. Paris, quartier de la Défense, voilà. Quartier d'affaires à Paris. D'accord. Ok. Voilà. Et pourquoi la Thaïlande? Pas le Pérou, pas le Canada, les Philippines? Pour moi, c'était assez central comme pays dans l'Asie du Sud-Est. Hein. Pour moi, c'était un peu comme un hub, comme pourrait être la France en Europe, où tu sais, à partir de là, tu peux voyager dans plusieurs pays. Je pensais que ça serait pareil avec la Thaïlande. À partir de là, je pourrais découvrir d'autres pays, d'autres cultures, etc. C'est ça que je voulais, c'était plus un changement. J'avais aucune attente, c'était vraiment découvrir. Voilà. D'accord. Un gros saut dans le vide, on va dire. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, qu'est-ce que tu pensais de la Thaïlande avant de venir? Parce que moi, les gens, ils me disent toujours, peut-être pas toi, mais qu'il y a des cabanes et en bois et de l'eau. Et ils disaient, mais il y a beaucoup de buildings à Bangkok, dis non. Est-ce que toi, tu avais des préjugés par rapport à ça? J'avais aucun préjugé. Je m'étais pas fait une opinion dessus, absolument pas. Avec mon travail, en fait, à la Défense, je voyageais beaucoup en Europe. Je voyageais aussi parfois aux États-Unis. Je voyageais très fréquemment, mais je connaissais absolument pas l'Asie. Donc, ce qui m'intéressait un peu pour moi, c'était le caractère un peu neutre, en fait, comme si c'était une nouvelle terre, une terre neuve. D'accord. Donc, justement, je voulais le minimum d'informations dessus sur cette destination et découvrir par moi-même. Sauf que quand j'y suis allé pour la première fois, ça remonte peut-être à déjà 15-16 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'était bien sauvage encore la Thaïlande, enfin, un peu plus que maintenant, je trouve. Voilà. Ah oui, tu as connu bien avant moi. D'accord. Peut-être, ouais. D'accord. Alors, en petite parenthèse, je crois qu'en 30 ans, ça fait 1000% l'immobilier. Il y a 16 ans, tu aurais dû acheter. Ça, avec des si on avait su, si on avait su. Sur le Bitcoin, direct. On s'embête pas, le Bitcoin, direct, avec des si. Hein. C'est tout. D'accord. Et la première fois que tu es venu en Thaïlande, c'était vraiment du tourisme ou c'était vraiment je pose mes bagages et je vois ce qui se passe? Non, c'était vraiment du tourisme. C'était vraiment pour découvrir, c'était vraiment pour voyager. C'était vraiment pour voir autre chose et me laisser du temps en fait pour peut-être apprendre justement une autre façon de voir les choses, une autre culture. C'est vraiment ce que je cherchais. J'avais aucune attente de ce voyage-là. Je voulais me faire surprendre en fait. C'est ça. Tu travaillais encore là? Je travaillais encore, mais j'étais sur le point de changer d'activité professionnelle. Donc j'étais dans une période un peu de changement. Une période de mouvement, donc voilà, j'étais entre deux postes, deux phases, on va dire. D'accord. Voilà. Et parce que ça va être un peu le sujet principal de la vidéo, comment on en vient finalement à acheter un appartement? Et parce que ça, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. On peut acheter, on peut pas acheter. Il y a le terrain, mais t'as pas le terrain. Mais il faut l'avoir à 20 ans, mais tu peux pas. Petit clin d'œil à l'affaire nordique de Pattaya d'ailleurs. Mais alors, comment on en vient du coup à être propriétaire? Et est-ce que c'est facile? Après, moi, je suis pas non plus un grand expert de l'immobilier. Oui, mais tu l'as fait. Contrairement à beaucoup de gens qui parlent, au moins tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. J'ai acheté un appartement il y a à peu près, je pense, c'est 7 ou 8 ans de ça, quelque chose comme ça. Et pourquoi je l'ai fait? C'était avant tout, je pense, un besoin. Je faisais encore des allers-retours entre la Thaïlande et la France pour des raisons personnelles et professionnelles, parce que j'étais amené après à travailler en Thaïlande. Et je devais effectivement voyager assez souvent et je voulais avoir un pied-à-terre, un endroit où je puisse poser des affaires, mes valises et parfois repartir voyager ailleurs. Et voilà, donc
c'était un besoin pour moi d'avoir un petit pied-à-terre. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et puis c'était aussi une façon pour moi d'acquérir un petit, on va dire un petit bout de Thaïlande. Voilà, c'était aussi peut-être un peu personnel d'avoir un titre de propriété. Donc voilà pourquoi j'ai Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu t'étais pas encore posé en Thaïlande, c'est ça? Tu faisais encore des allers-retours professionnels? Aussi, ouais. D'accord. Enfin, il y avait une raison personnelle, des raisons. D'accord. C'est souvent mélangé. Hein, D'accord. Les deux raisons. Voilà. D'accord. Dans mon cas, c'était effectivement le cas. Je revenais 2-3 fois par an en France. Et pourquoi ne pas avoir loué finalement J'aurais très bien pu aussi louer, effectivement. Ouais, c'était une bonne option, mais je pense que je voulais. Je voulais peut-être pas. J'avais envie d'avoir quelque chose qui m'appartenait en Thaïlande. Voilà, une petite partie de la Thaïlande, surtout de ce quartier dans lequel j'ai acheté. Voilà. Est-ce que tu as fait un crédit ou est-ce que tu as le droit d'abord de faire un crédit ici? Alors si j'avais voulu faire un crédit, je pense que ça aurait été très compliqué parce qu'ils prêtent difficilement aux étrangers, surtout si on fait appel aux banques thaïlandaises. Il y avait quelques solutions en fait de financing, c'est genre NBK Finance, type de choses, mais ils demandent 50% d'apport, c'est des taux d'intérêt qui sont ultra élevés et c'est très contraignant, je trouve. Donc, tu te rappelles des taux d'intérêt? Je crois que c'était 7%, 7-8%, quelque chose comme ça, je pense, à l'époque. C'était plus ou moins. D'accord. Mais c'était haut, je me rappelle que c'était haut. Et je me suis dit que... Et puis bon, après, il y a aussi toutes sortes de frais parce que lorsqu'on fait appel à un crédit, il y a aussi des frais d'hypothèque parce que la banque reste propriétaire du bien jusqu'à ce qu'on l'ait complètement remboursé. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas et qui me bloquaient un petit peu. C'est pour ça que j'ai préféré l'acheter cash. Enfin, après, c'était pas non plus un gros investissement, c'est une somme d'argent. Mais on peut demander combien tu l'as acheté il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, 7-8 ans. Ouais. D'accord. Je l'ai acheté 27 ou 28 000 euros. En baht, pour avoir un taux de change constant, ce serait c'était 1,1 million, quelque chose comme ça. Je crois que le taux de baht était à 43 à peu près lorsque je l'ai acheté. 1 euro pour 43 bahts. Ouais, c'était les bons vieux temps. C'était le bon vieux temps. C'est quelque chose que, voilà, maintenant. 1,1 million, d'accord. Tu as eu quelle grandeur à ce prix-là pour que les gens un peu se... J'ai eu 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. Ouais. Alors, j'explique aux gens, les condominiums en Thaïlande, c'est pas des appartements, c'est des appartements de service. Hein. Quand on dit condominium, c'est souvent, alors toi par exemple, il y a une piscine, il y a une salle de gym. Ouais, une petite, ouais. Voilà, tu as un petit lobby avec un gardien sécu qui est là 24/24. Voilà, c'est ça, voilà. D'accord. Et tu payes des charges du coup tous les mois pour ça? Ouais, je paye 1000 bahts de charges, c'est-à-dire à peu près, je sais pas, peut-être 25 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Si le baht était à 40, ça ne pour pas ça. À peu près ça. Et je couperai si j'ai une mauvaise réponse. Voilà, d'un con. Bon, je paye 1000 bahts de charges, voilà, ça c'est sûr. Et et puis voilà, c'est tout. Il y a une piscine, comme tu dis, une petite salle de sport, un gardien qui fait la sécu 24/24. D'accord. Il tourne, bien sûr, hein, c'est pas le même. Et voilà, l'immeuble il faisait 15 ans, enfin il avait 15 ans lorsque j'ai acheté, donc c'était un vieil immeuble, mais c'était, ce que j'aimais bien, c'est que c'était la grosse pierre, c'était à l'époque c'était solide, je trouvais, c'est plus solide que les constructions d'aujourd'hui, quoi, du moins, ça rassure. Je te suis là-dessus, je te suis là-dessus complètement. Et c'était super bien insonorisé aussi, même aujourd'hui on n'entend rien du tout dans cet appartement, donc c'est pour toutes ces raisons et surtout bien sûr l'emplacement, quoi, parce que c'est juste à côté du BTS, donc 5 minutes à pied du BTS et à l'intersection de deux axes qui sont très importants à Bangkok, qui sont Sukhumvit et Ramakat. Ça permet d'aller à peu près n'importe où. Bon, à l'époque c'est le quartier Phra Nakhon, il n'y avait pas grand chose à Phra Nakhon il y a environ 7-8 ans. Ça s'est beaucoup développé depuis. Ça a beaucoup changé, ça continue à changer, ça devient un quartier qui est sympa avec le W que les expatriés connaissent à Bangkok. Donc voilà, alors bien sûr il n'était pas en super état, il a fallu que je le rénove complètement. J'ai dû mettre peut-être 100, 200 000 bahts, quelque chose comme ça de frais de rénovation. Et puis voilà, puis après j'ai eu je pense un beau condo, voilà, dans un immeuble qui est propre, ancien mais solide, propre, beau. Voilà. Le condominium t'a aidé pour les travaux ou c'est à toi de te débrouiller à trouver quelqu'un ou tu l'as fait toi-même? C'est assez dur de trouver quand même des gens disponibles et compétents pour faire des travaux, je trouve,
en Thaïlande parce qu'ils sont toujours pris, j'ai l'impression. Ils construisent énormément en Thaïlande. Il y a toujours des projets de rénovation. C'est dur de trouver des gens qui soient vraiment disponibles et compétents en même temps. Mais ouais, j'ai trouvé une petite équipe qui m'ont fait du super travail. Ils ont très bien travaillé. D'accord. C'est quoi le prix d'un entrepreneur par jour ou d'un handyman, on dit ici, donc quelqu'un qui... Je crois que j'ai dû payer peut-être 7000 bahts par jour, quelque chose comme ça, mais ça remonte 7-8 000 bahts par jour. Ah, c'est vrai que toi, c'était il y a 7-8 ans à peu près. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. 7-8 000 bahts par jour. Ouais. Et ils étaient combien de personnes? Il était soit seul parfois, alors il prenait tout pour lui, ou soit il faisait appel à une ou deux autres personnes. Et, pour le carrelage notamment, parce que j'ai refait le carrelage, la peinture, enfin des petits travaux, c'est pas non plus du gros œuvre. Parce que 7-8 000 par jour pour une seule personne, c'est un peu cher, moi je trouve. Écoutez, dans mesure il faisait du bon travail, j'étais content de le payer ce prix-là. D'accord. Ah, parce que là, t'as 100, 200, 300 euros. Enfin, avec le, comment dire, tout ce qui est avec le carrelage, des fournitures. Ah, il y avait les matériaux, d'accord. Ah oui, moi je te parlais vraiment que du service. D'accord, pour comparer. D'accord. Tu sais pas combien ça coûtait sans les matériaux? Je sais pas. C'était un package. Il m'a fait un devis que je trouvais bon et voilà. Par rapport au travail demandé, je trouvais que c'était fair pour lui comme pour moi. Donc voilà, on a fait affaire. D'accord. Et comment ça se passe concrètement d'acheter un appart, enfin un condominium en Thaïlande? Tu fais un virement bancaire d'un coup et c'est tout? Dans mon cas, oui, j'ai dû faire un virement vers mon compte thaï. Donc ça nécessite d'ouvrir un compte thaïlandais. Et si tu n'en as pas? Je ne sais pas comment tu fais ça, franchement. Parce qu'une fois que l'argent est viré, la banque te fait un chèque de banque et une attestation, comme quoi l'argent vient de l'étranger, parce que l'argent doit venir de l'étranger pour acheter un appartement en Thaïlande. Si il ne vient pas de l'étranger, ça a peut-être changé depuis. Et j'ai entendu parler de gens qui, lorsqu'ils avaient leur argent qui était en Thaïlande, parce qu'ils travaillaient en Thaïlande, ils économisaient, ils devaient l'envoyer déjà à l'étranger et le refaire venir. C'est la Thaïlande, voilà. C'est comme ça. Donc moi, dans mon cas, effectivement, j'ai viré l'argent de France dans un compte thaï. Et après, j'ai eu un papier qui m'a permis d'aller au Land Office et de faire les papiers pour avoir ce qu'on appelle un chanote. D'accord. Le processus, parce que légalement, je suppose qu'il y a des trucs à faire, à pas faire. Est-ce qu'il y a des choses à vérifier, pas vérifier? Moi, j'ai entendu dire que certains condominiums tu pouvais, d'autres pas, qu'il fallait que 51% des tailles soient propriétaires et 49% étrangers. C'est vrai tout ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses à vérifier. Effectivement, il y a le quota de taille et d'étrangers dans l'immeuble. Comment on fait ça? Ça se vérifie comment? Tu ne peux pas toquer aux portes de tous les gens Non, mais c'est la personne qui s'occupe justement du condo qui est capable de te sortir un document et d'attester qu'il y a tant de pourcentage d'étrangers qui habitent dans le condo. Moi, c'est pas moi qui ai dû m'occuper de cette démarche, c'est le vendeur en fait. C'est le vendeur qui est allé voir en fait la personne qui s'occupe de petite question qui peut peut-être parler les gens. Tu as dit tant de gens qui habitent dans le condo, mais c'est les propriétaires ou c'est les propriétaires? C'est les propriétaires. Voilà. S'il y a 51% de propriétaires taille mais qui louent qu'à des Chinois, il y a quand même 51% de propriétaires taille. Effectivement, c'est les titres de propriété. Donc c'est les propriétaires qui doivent être taille à 51%. Voilà. C'est-à-dire que si après eh bien, il y a 51%, les seules personnes à qui on peut vendre, c'est les tailles. On ne peut plus vendre en fait aux étrangers. Voilà. On ne peut pas descendre sous ce quota de 51%, sauf pour des projets, je crois, bien spécifiques dans lesquels c'est possible. Peut-être à Pattaya, il y a des exceptions, je sais, aujourd'hui. Mais c'est projet par projet. La règle, c'est ça, c'est 51%. Et tu as pris un avocat? Alors, j'ai pas pris d'avocat. Il y avait une autre chose que je voulais dire aussi en termes de règles, de choses à savoir, c'est que comme on ne peut pas posséder la terre, on peut être propriétaire d'un condo en Thaïlande si tu respectes ces règles, mais tu ne peux pas avoir l'appartement qui est au rez-de-chaussée. Ah, c'est intéressant ça. À moins que c'est changé depuis, mais je crois que c'est toujours comme ça. D'accord, donc toi c'était comme ça, c'est marrant. Moi, l'appartement que j'ai, effectivement, il est au 3e étage, il n'y a pas de problème, mais si c'était au rez-de-chaussée… À partir du premier, c'est bon, et puis d'accord. Tu ne peux pas posséder la terre, donc tu ne peux pas être au rez-de-chaussée. Ah ouais, je savais pas. Là, encore une fois, je ne suis pas expert en immobilier, je parle juste de mon expérience et je me rappelle de cette contrainte qu'on m'avait fait remarquer à l'époque, ce que j'ai voulu acheter.
Et tu savais lire taille, parler taille déjà à l'époque? Je me débrouille un petit peu, mais j'ai pas j'écris taille beaucoup mieux maintenant, mais à l'époque, oui, c'était encore un petit peu compliqué. Et tu t'es lancé sans avocat dans cette aventure? Ouais, je me suis lancé sans avocat. Je suis allé sur un site immobilier, enfin de vente immobilière. J'ai trouvé un particulier qui vendait cet appartement, je l'ai contacté. On a signé comme une promesse de vente. Dans laquelle je m'engageais sous un certain délai à faire les démarches nécessaires pour acquérir l'appartement. Merci la moto. Merci la moto. Et je lui ai laissé 20 000 bahts d'acompte. Voilà. C'était un étranger? Non, c'était un Thaï. Ah oui, donc tu as dû vraiment te débrouiller en Thaï. Alors déjà, pour le contacter... Il était adorable, il parlait aussi très très bien anglais, ce qui a aidé. Et, voilà, le seul vrai risque que j'ai pris, on va dire, à ce niveau-là, c'est les 20 000 bahts que je lui ai donné en liquide. Pour, on va dire, sécuriser, réserver le condo. Il aurait pu disparaître peut-être avec à ce moment-là ou quoi. T'as négocié le prix? Un petit peu, mais pas trop, je crois. Je pensais que le prix était vraiment fair, quoi. C'était pour l'emplacement, la superficie. Faire juste en anglais, hein, pas faire FAIRE. Était vraiment FAIR. était bon, voilà, non, pour lui comme pour moi. Donc j'ai pas cherché à trop négocier. Il me plaisait, l'emplacement me plaisait. C'était en plus un condo en corner. Enfin, voilà, c'est ça. Oui, les expats parlent toujours Fringish, c'est normal, ou taille, mais voilà. Les gens qui vont regarder ça du Canada le comprennent, de l'Europe de l'Est vont comprendre. C'est vrai que les Français qui vivent qu'en France, ils parlent bizarrement ces gens. J'essaye, voilà. Ici, vu qu'on parle français, anglais, taille, des fois, des fois tu sors le premier mot qui vient. Hein, c'est vrai, hein, le premier mot qui te vient, des fois tu. Voilà, c'est en corner unit. Voilà. Excuse my French. C'est vrai que oui, je l'ai vu en plus, c'est là que tu as une fenêtre là, donc c'est vrai que c'est génial. C'est génial. Ça. Donc il n'y a pas de voisins, c'est pas passant non plus comme rue, il y a tout, plein de petits commerces en bas. Donc tu as acheté un appart tout seul, sans ta copine t'a pas aidé ou non, bravo. J'ai pris rendez-vous avec le land office, enfin, c'est le vendeur qui a pris rendez-vous plutôt, il m'a quand même bien aidé pour faire ses démarches. Et après, au land office, on a rencontré donc une personne du gouvernement. Il y avait la banque aussi parce qu'il n'avait pas fini de payer son crédit. Donc la banque était là, ils avaient envoyé quelqu'un. Il est venu voir aussi qu'est-ce qui se passe là. Voilà, parce qu'il leur devait, je crois qu'il devait encore à la banque quelque chose comme 500 000 bahts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné le chèque de banque. Je crois que c'est comme ça que c'est passé. Et après, je crois que c'est le gouvernement qui a donné la moitié à la banque, qui était due à la banque, et la moitié au propriétaire, quelque chose comme ça. Donc ils sont chacun repartis avec environ 500 000 bahts. Donc le gouvernement, alors je ne vais pas dire four sondé, mais le gouvernement intervient dans ce cas-là. C'est eux en fait, c'est qui s'occupent un peu comme des hypothèques, quoi. Voilà, d'accord. C'est comme s'il y avait un registre effectivement des terrains et de l'immobilier, voilà. Et après en fait, ils te remettent un CHANOT. Donc un CHANOT, c'est un document officiel où tu as, c'est un titre de propriété, où tu as tous les acquéreurs, enfin tous les anciens propriétaires, et ils rajoutent ton nom sur le CHANOT. Tu vois combien ils ont payé avant l'appart? Non, tu peux pas savoir. Je crois qu'en France on peut ça. Ouais, mais en France, je pense que tu peux, mais pas en Thaïlande, tu peux pas savoir. D'accord. Mais je crois que j'avais cru comprendre que les premières unités étaient parties à 700 000 bahts. D'accord. Donc ça, c'était, il doit y avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. D'accord. Et toi, 15 ans après, ça valait 400 000 de plus, quoi, de 700 à 1100. Voilà. Moi, je l'ai payé, donc 1 million. Il y a 7-8 ans? Ouais, 7-8 ans. Et on peut dire maintenant combien tu le vendrais? Tu en as une petite idée? Je ne cherche pas à le vendre. Pour moi, aujourd'hui, je m'en suis beaucoup servi. Je regrette absolument pas cet achat. C'est très très bien passé. Tout s'est super bien passé. Et aujourd'hui, je m'en sers encore comme pied à terre, même si j'ai un autre appartement, comme tu sais, j'habite, parce que je me suis un peu agrandi, voilà, depuis. Et je m'en sers plus comme bureau, comme pied à terre. Ouais. Mais je ne veux pas le vendre. Non, mais c'est parce que les gens se posent des questions. Parce que là, en 15 ans, l'appartement est passé de 700 à 1100 à peu près. Donc il a fait on va dire un gros 50%, ce qui est pour 10-15 ans qui est très très bien. Ouais. Et après, 7-8 ans après, c'est sûr. Tu as une idée de la valeur de ton appartement, enfin de ton combien sur le marché, grosso modo? Peut-être, je sais pas, 1,6 million, peut-être, quelque chose comme ça, ouais. Donc il aurait repris 50% à peu près. Ouais, peut-être, ouais. En 7-8 ans au lieu de 15, donc ça s'est encore accéléré, quoi.
Peut-être. D'accord. Enfin bon, après maintenant il y a le Corona, il y a le Covid. Si je le Oui. vendais maintenant, j'aurais un peu Non, mais plus de. on de oublie le mal. Corona, Voilà. avant, C'est-à-dire, on va on dire, oublie, il n'y a plus de dans un Corona, monde il n'y a plus parfait, rien, voilà. voilà. Il n'y a pas de Corona, il y a du tourisme en Thaïlande, tout se passe bien. C'est ça. comme quand il n'y a pas le Corona, rappelle-toi. Là, effectivement, tu aurais à peu près pu gagner 50%, 7-8 ans, enfin, sur un chiffre de 27 000 euros, hein, faut pas non plus. D'accord. Enfin, je ne l'ai pas du tout acheté pour faire une plus-value, je l'ai acheté bien vraiment sûr. parce que je voulais m'en servir et je m'en suis bien servi, c'est pour ça que je ne regrette pas du tout. Et je pense que même je pourrais le transmettre après peut-être à mon fils qui est franco-thaï. Voilà, donc c'est pas. C'est un petit appartement que j'aime bien. Mais, enfin, après, et ton fils aurait été 100% français. Je m'excuse, je te coupe juste, mais parce que là, on se pose toute la question dès que tu as dit ça. Et si ton fils était que français, est-ce que ce serait possible? Parce que là, dès que tu as dit ça, tout le monde s'est posé la question du coup. Alors, et personne ne t'écoutait plus après, c'est pour ça. Je ne suis absolument pas expert en immobilier, c'est juste mon expérience, mais je crois que s'il n'était pas thaï, enfin, parce que là il est franco-thaï, enfin il est né thaï avec la nationalité thaï, je crois qu'il peut hériter, mais qu'il doit le vendre sous une période X en fait. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est une longue période, hein, et je crois qu'il a vraiment le temps les héritiers ont vraiment le temps de s'en séparer, de le vendre. Mais encore une fois, ça c'est à prendre avec des pincettes, voilà. Donc je crois qu'il y a une différence, effectivement, tu fais bien de le noter. Oui, on le rappelle, hein, tu as acheté un appart il y a 7-8 ans, je ferai un petit disclaimer dessus à la fin, je pense, qu'au début, parce que les gens ne regardent pas toute la vidéo souvent, watching time. D'accord. Et une question aussi que tout le monde se pose, est-ce que c'est comme en France qu'il y a des impôts fonciers et des impôts locaux? Une taxe d'habitation, tu sais, c'est quand tu habites quelque part, locataire par exemple, et un foncier, c'est quand tu es propriétaire. Est-ce qu'il y a cet équivalent ici? Oui, il y a une taxe foncière effectivement à payer, mais elle est vraiment minime, donc ce qui fait qu'elle est collectée, absolument pas régulièrement. Je crois que ça doit être tous les peut-être 3-4 ans, et c'est vraiment vraiment minime. Hein. Je crois que c'est quelques euros seulement. Donc, je crois que vraiment, ça peut peut-être être 200-300 bahts. Ah oui. De temps en temps, voilà. De temps en temps. De temps en temps, allez, 7-8 euros. D'accord. Payer de temps en temps en termes de taxes foncières. C'est parce qu'en fait, c'est genre, c'est pas beaucoup par an et ils se disent, bon, on va venir tous les 4 ans, ou c'est parce qu'ils oublient? Non, je crois qu'ils attendent que ça soit un montant conséquent. Donc, enfin, conséquent, oui. Voilà, quelques centaines de bahts. Ils sont pas là en France, hein, d'accord. Puis après, ils viennent et t'envoient un document avec des taxes foncières à régler. D'accord. Et tu as une taxe d'habitation quand tu es locataire? Non, tu n'as pas de taxe d'habitation. D'accord. Est-ce que tu es au courant des impôts qu'on paierait sur un loyer si tu avais loué ton appart ou ce que t'es déjà arrivé? Est-ce que peut-être tu connais, est-ce que tu as, je ne sais pas, en France, alors je ne suis pas un pro de France, j'y habite depuis longtemps, je crois que c'est une trentaine de pourcents, peut-être plus, d'impôts sur la location, peut-être j'ai des bêtises. D'ailleurs, je couperai peut-être ça. Et est-ce que tu as des impôts sur les loyers? Je crois que c'est, comment dire, ça s'inscrit dans le régime des impôts sur le revenu. Donc, c'est les tranches en fait, entre 0 et 500 000 de revenus. Donc, la vidéo avec le youtubeur qui parle des tranches. Voilà. Donc, je crois que ça va dans les 15%. Elle sera ici. Ou ici, je sais jamais. C'est à ma gauche, mais c'est à la droite de la caméra. Mais quand tu filmes, t'es inversé. Regardez, il y a un petit avec une image. Voilà, quelque chose peut-être à préparer si jamais il y a certains de tes viewers. Voilà. Chercher un terme en français. J'allais dire auditeur. Ah non, auditeur, c'est audition. Du coup, c'est radio. Ouais. Bon, tes viewers ou tes followers peut-être. Ouais. On peut pas dire téléspectateur parce que c'est pas une télé. Ouais. Donc, bonne question. Les viewers, je pense qu'on dit ça. Je veux dire followers par exemple, ça me semblait. Bon, tu couperas ça cette séance. Ouais. Bon voilà, donc pour tes followers, j'ai juste une petite astuce peut-être à donner si jamais ils sont intéressés par l'acquisition d'un bien en ils vendent le sien. Non, je rigole. Non, pas le mien. Bon, au-delà bien sûr de regarder, de faire attention, à l'état de la copropriété, si elle est en dette ou pas aussi, ça c'est des choses, que ce soit en France ou en Thaïlande, c'est des choses à regarder. Moi, la mienne, ma copropriété était dans le vert, il n'y avait pas de dette, contrairement ici où on est. Là, je suis locataire dans cette résidence, mais elle est dans le rouge par contre, donc là c'est peut-être pas si bien d'être propriétaire. Et ça, on peut le savoir comme ça? Oui, que le syndicat est dans le rouge, dans le vert, ça on le sait. Ouais. D'accord. Avec les comptes rendus d'assemblée générale, c'est de la copropriété. Tu peux savoir, tu peux avoir, c'est comme une balance sheet en fait, un état comptable de la copropriété, savoir
s'il y a des dettes, si tout le monde paye ses charges, tu peux tout savoir. Ouais. Ça, D'accord. parce qu'effectivement, il y a aussi une assemblée des copropriétaires une fois par an en Thaïlande. C'est là où ils arrêtent aussi les comptes, qui décident des travaux, un peu comme, enfin c'est exactement comme en France. Quoi, D'accord. à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui se passe quand ils sont rouges pour remonter? Ils augmentent les charges du coup ou... Des fois, ouais, peut-être ils vont essayer d'augmenter les charges, mais si personne paye, en général, c'est à ce moment-là où la résidence commence un peu à péricliter, on va dire, à dépérir. Voilà. D'accord, ah oui, parce que... On fait plus les travaux, il n'y a plus de travaux de ravalement. Oui, parce qu'il n'y a plus de sous. Les parties communes, pareil, elles s'abîment. Et voilà comment ça coule, quoi. Voilà. Exactement, donc c'est aussi intéressant, enfin, c'est pas intéressant, c'est important de très bonne astuce, ouais. Regarder l'état des comptes de la copropriété. Donc ça c'était une astuce, il y en a une autre aussi que j'avais aussi, ça c'est quelque chose à laquelle on ne pense absolument pas et qui est quand même important. C'est lorsque vous allez au land office pour signer, pour avoir votre nom sur le CHANOT, pour être propriétaire donc de l'appartement que vous allez acquérir, on va orthographier votre nom et prénom en thaï. Donc c'est bien d'y penser avant, voilà, peut-être de le faire valider avec quelqu'un si possible, voilà, pour être sûr que la transcription soit correcte entre on va dire le français vers le thaï. Oui, parce qu'elle est phonétique, la transcription. Elle est phonétique. D'accord. Donc c'est à ce moment-là, il y a deux cas de figure. Soit vous avez déjà un document qui, vous avez déjà votre nom écrit en thaï, comme par exemple un permis de travail. Moi, c'était mon cas à l'époque, j'avais un permis de travail, donc ils ont juste repris le nom sur le permis de travail. Mais si ce n'est pas le cas, c'est la personne que vous avez en face de vous, land office, qui va décider de l'orthographe de votre nom et prénom en thaï. Donc voilà, peut-être y penser avant, peut-être voilà, comment est-ce que vous voulez que vos noms soient orthographiés en thaï. D'accord, intéressant. Sinon, c'est à l'appréciation de l'officier là-bas. Voilà. Ça dépend s'il a passé une bonne nuit ou pas, quoi. D'accord. Ouais, exactement. Après, vous avez votre copine qui va se moquer de vous pendant toute la durée de votre relation parce que peut-être que l'officier vous a fait une petite blague dans l'orthographe de votre à la taille, quoi. J'ai mis un petit Ouan là pour rigoler, t'es pas content voilà. Par exemple, voilà. Thomas, Tom Ouan. Ça c'est Bertha et il rigolera pendant des années de sa petite blague à votre dépens. Voilà. Mais ça sera marrant, c'est mignon. À la taille.